voudrais commencer ma présentation par une citation, qui est une citation. Alors, je vais vous mettre tout de suite à l'épreuve parce que je vais vous essayer de demander d'essayer de trouver qui a pu dire une chose pareille. Et je vais la lire en même temps que je l'affiche. Si l'objectif de chaque entreprise ne consiste pas essentiellement à promouvoir la santé et le bien-être de la planète et de toute forme de vie, si ces principes ne sont pas fondés sur la distribution équitable du pouvoir et des richesses, si elle évite sa responsabilité dans la subsistance des familles et des territoires où elle opère, si elle n'a pas de système de valeurs ou que celui qu'elle a est dépourvu de tout contenu éthique ou moral, alors il est difficile de voir pourquoi l'entreprise devrait bénéficier des autorisations et des protections que lui donne l'État au nom de la société. Ce n'est pas Bernie Sanders, ni Greta, ni Che, ni Lénine, mais vous n'étiez pas loin, c'était un financier. Et c'est en fait un financier, le premier président en fait de Visa International, qui s'appelle Dee Hock, et qui écrit cette phrase-là dans un livre magnifique qui s'appelle One from Many. Et Dee Hock donc écrivait ça il y a de ça 15 ans, et je pense que d'une façon un peu anticipée ou prophétique, il pose vraiment le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, et qui est vraiment cette question de la légitimité de l'entreprise, c'est-à-dire en quoi dans la société l'entreprise peut être légitime. Alors cette question, évidemment, elle se pose pour n'importe quel décideur aujourd'hui, parce que les attentes, en fait, les exigences du monde extérieur à l'entreprise, enfin intérieur et extérieur, deviennent de plus en plus fortes, hein. Et je dirais aussi qu'avec la crise que nous vivons, et vous l'avez souligné Françoise et Marc en introduction, ces questions, elles sont encore plus vives, je pense, aujourd'hui, même si les réponses qui sont apportées peuvent être assez variables suivant les univers. Alors, c'est les questions, évidemment, elles sont posées par les salariés. Vous avez tous lu ou été informés du manifeste étudiant pour un réveil écologique, hein, dans lesquels les expressions sont quand même fortes, hein, c'est-à-dire en tant que citoyens, consommateurs, travailleurs, nous affirmons notre détermination à changer un système économique dans lequel nous ne croyons plus, hein. Et quand on lit ça, c'est pas simplement on va dire quelques activistes de campus. Il y a 30 000 étudiants de grandes écoles en France qui ont signé ce manifeste, qui se reconnaissent dans une telle expression. Si on regarde du côté des consommateurs, il y a tout un tas des clients et tout un tas d'études qui nous disent que 90% quasiment des consommateurs sont prêts à changer de marque pour une autre du jour au lendemain, à condition évidemment qu'il y ait une offre et un prix et une qualité comparable, à condition que l'entreprise, que la marque véhicule et soit responsable, ou en tout cas fortement engagé vis-à-vis de la société. Par rapport à la société en général, hein, il y a 80% de gens en France qui pensent que les entreprises doivent attribuer un poids équivalent aux intérêts de la société et à leurs propres intérêts économiques. Donc, cette perception, hein, que Dioc manifestait, elle est présente dans la société. Et donc, étant présente dans la société, elle est aussi présente, je pense, chez nos hommes politiques. Et dernier point, évidemment, et là je vais reprendre peut-être parce que le chiffre est peut-être un peu plus faible que les autres, mais si on regarde évidemment la fameuse déclaration de Larry Fink, qu'il a répétée une année plus tard, parce qu'il s'est dit que peut-être les gens n'avaient pas bien compris ou pensaient qu'il avait eu un moment d'égarement, 2 années consécutives, donc encore cette année, Larry Fink invite les entreprises dans lesquelles ils investissent, les PDG, c'est une lettre aux PDG dans lesquels ce fonds d'investissement a des parts, et il les invite à considérer le long terme, à considérer leur impact sur la société et sur l'environnement. Vous avez vu peut-être aussi assez récemment ce qui s'est passé chez Procter & Gamble, où le PDG a cherché un peu à minimiser des engagements vis-à-vis, je crois que c'était autour de la rapidité de changement des packaging, et il a un peu caché les choses à son conseil d'administration, et c'est le conseil d'administration qui est venu lui chercher les poux et l'inviter à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en cette matière-là. Chez Exxon aussi, les investisseurs, les actionnaires poussent aussi dans ce sens. Donc,
Euh, tout ce que je décris là, évidemment, vous le connaissez, mais ce n'est pas simplement, je dirais, quelque chose des signaux faibles. Pour moi, on est dans quelque chose qui ressemble à une vague qui est extrêmement présent. Et cette question justement de la légitimité de l'entreprise, c'est ce qui fait le cœur aussi de la recherche qu'on a menée donc avec Isaac Getz, mon co-auteur, et qu'on essaye de développer aujourd'hui à travers l'Institut de l'entreprise altruiste. Alors, pour revenir sur aussi cette histoire finalement économique dont nous sommes à la fois les acteurs et puis les héritiers, je voudrais revenir un petit peu en arrière et montrer en quoi ces entreprises qu'on a découvertes, qu'on a appelées entreprises altruistes, en quoi ces entreprises se démarquent, on va dire, du discours ou de la façon dont les dirigeants, les entreprises sont câblées aujourd'hui ou ont été câblés, on va dire, depuis une bonne trentaine, cinquantaine d'années. Je pense qu'on on a fêté là, il y a quelques mois l'anniversaire d'un article qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, en 1970, donc de Milton Friedman, un prix Nobel d'économie. C'est un article du New York Times dont le titre était le suivant, hein, la responsabilité sociale de l'entreprise, du business, c'est d'augmenter ses profits. Et bon, évidemment, le titre était provocateur, le contenu est peut-être plus nuancé et présente beaucoup d'intérêt aussi. Mais néanmoins, je trouve que cette façon d'exprimer les choses, finalement, résume bien l'époque que nous avons vécue, les quelques décennies que nous avons vécues, et qui ont structuré, je pense, la pensée économique. Alors, je vais la résumer. Évidemment, ce que je vais dire est caricatural. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des statuts, des histoires, des ADN variables. Hein, mais malgré tout, quand on regarde ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce ou ce qu'on enseigne aux start-upers, la logique dominante ressemble tout de même à cela. C'est-à-dire que d'abord, on regarde et on dit quel est le niveau de rentabilité qui est exigé par l'actionnaire. À partir de ce niveau de rentabilité, on se dit, mais quel business model, ou quel business model au pluriel, hein, peuvent assurer ces profits. Et puis ensuite, on redescend et puis on dit quelles sont les ressources nécessaires pour construire ce business model, pour réaliser les processus dont il est question et les activités dont il est question. Et donc, les ressources, les ressources évidemment matérielles et financières, et puis les fameuses ressources humaines qui deviennent, dans une logique comme celle-là, une forme de variable d'ajustement pour pouvoir, in fine, amener la rentabilité que souhaite l'actionnaire. Ça, alors évidemment, avec des nuances encore une fois, mais c'est malgré tout ce qui est le champ magnétique principal aujourd'hui encore de la plupart des entreprises, c'est-à-dire une orientation vers la création de valeur économique, vers le profit, la rentabilité. Ce que nous avons découvert avec Isaac, c'est une autre logique dans plusieurs dizaines d'entreprises que nous avons étudiées, que nous avons visitées sur 3 continents, aux États-Unis, au Japon et puis dans toute l'Europe. Et cette logique, je vais essayer de la décrire maintenant. L'un des dirigeants qu'on a rencontré, qui est le patron d'un des plus grands retailers des pays nordiques, hein, qui est un Norvégien, Odd Reitan, et il encourage d'ailleurs dans son entreprise les gens à rêver et il favorise en fait la réalisation des rêves personnels et professionnels de tous les salariés. Odd Reitan dit « Tout commence par un rêve ». Et je crois la recherche sur les motivations d'ailleurs des entrepreneurs confirme aussi cet aspect-là, la motivation économique en réalité n'étant que très secondaire, les chercheurs l'ont démontré. Alors, à partir de ce rêve, le premier point ou la première étape, en fait, c'est de se dire avec qui est-ce que on veut travailler, quel est le genre de personne avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage une culture, et est-ce que les collègues que nous avons ont les moyens de réaliser un bon travail, un travail efficace, qui a du sens. Alors pour cela, je vous emmène en Suède, et pour illustrer ça, pardon, je vous emmène en Suède, dans cette grande banque qui est une des 3 plus grandes banques en fait de détail, hein, de Suède.
Handelsbanken, qui a comme particularité d'être depuis 30 ans la banque la plus rentable du pays et une des banques les plus rentables au monde, de façon continue, année après année. Et cette banque a été amenée, pour suivre ses clients, à s'installer au Royaume-Uni. Et la philosophie profonde de Handelsbanken, qui a été d'ailleurs une philosophie modifiée par un de ses PDG dans les années 70, et qui a installé cette culture de l'agence bancaire qui est la reine, hein, c'est-à-dire que le directeur d'agence a toute latitude pour vous dire à vous, sans demander à des échelons supérieurs, quel taux il peut vous faire pour un prêt. Vous avez son numéro de téléphone portable, vous pouvez l'appeler le week-end s'il y a vraiment une urgence financière pour vous, etc. Donc, c'est cette proximité, cette relation client sur un territoire de Handelsbanken fait qu'ils recherchent justement, pour accomplir leur rêve d'un service aux clients sur un territoire de très grande proximité, de très grande intimité avec leurs clients, ils recherchent un directeur d'agence pour une ville où ils souhaitent s'implanter au Royaume-Uni. Et cette banque repère un directeur d'une banque concurrente et ils se disent, bon ben, super, on va essayer de l'approcher. Et ce monsieur, évidemment, même s'il il a entendu parler de Handelsbanken, vous êtes quand même en Angleterre, au pays des banquiers, et changer de travail pour aller travailler pour une petite banque suédoise, ce n'est pas très attractif. Et donc, ce monsieur décline l'invitation. Et les gens de Handelsbanken se disent, mais pas de problème, on va attendre. On va attendre que vous vous décidiez, mais nous, on veut travailler avec vous et on ne va pas ouvrir d'agence dans cette ville tant que ce ne sera pas avec vous. Et donc, ces gens-là ont attendu 6 mois, 1 an, sans ouvrir l'agence, 2 ans. Et au bout de 3 ans, ce monsieur s'est décidé, ils ont ouvert l'agence dans cette ville d'Angleterre. Ce qui veut dire, les gens de Handelsbanken nous ont dit ça de cette façon-là, ils ont dit le mot stratégie, nous, on sait pas, on sait même pas comment ça s'écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan à réaliser pour ouvrir. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord choisir les bonnes personnes avec lesquelles on a envie de travailler et une fois qu'on les a choisies, les aider à se développer, à faire un bon travail. Donc ça, c'est le premier aspect. Avec qui est-ce que nous voulons travailler? Deuxième aspect qui nous a frappé, nous, chez ces entreprises altruistes, c'est la question de savoir qui sont nos clients. Mais qui sont nos clients, non pas en tant que segment, en tant que cible. Hein, personne parmi vous, et moi le premier, je ne suis pas une cible, je ne suis pas un segment, je suis une personne. Et ces entreprises, en fait, réfléchissent et cherchent à comprendre qui sont leurs clients en tant que personnes. Vous avez ici un laboratoire pharmaceutique japonais qui est coté à la bourse de Tokyo, qui s'appelle Eisai, qui est spécialisé dans les maladies neurologiques de type Alzheimer. Et chez Eisai, ce PDG, Airo Naito, ensuite a une grave crise dans son entreprise, s'est posé la question, enfin une crise avec des malversations dans une des filiales. Il s'est dit, mais comment est-ce que c'est possible que les gens se comportent de cette façon? Qu'est-ce que moi je dois changer pour que ce genre d'événement ne se produise pas? Est-ce que je m'exprime mal? Est-ce que les gens ne comprennent pas? Et Naito a décidé en fait de modifier la façon dont il parle de son entreprise, la finalité de son entreprise. Et au lieu de dire notre Eisai développe, conçoit, développe, vend et distribue des médicaments, il s'est dit, mais en fait, je vais formuler ça autrement. Notre finalité est de soulager la souffrance des patients et de leurs familles. À partir de cette simple modification d'intention, de la façon dont il a parlé et parlé avec les gens qu'il rencontrait de cette finalité, un certain nombre d'initiatives sont nées, qu'on décrit largement dans le livre, d'innovations qui ont aussi beaucoup profité à l'entreprise par voie de conséquence, mais je reviendrai là-dessus. Mais on est arrivé aussi à quelque chose qui est très important pour eux. Quand vous allez sur leur site web, vous voyez ce qu'ils appellent le 1%. C'est-à-dire que 1% du temps
des salariés, donc quasiment un jour par an. Tous les employés d'Eisai doivent le passer avec des patients atteints d'Alzheimer dans des centres de soins de gens atteints de patients potentiels de leurs médicaments. Et pour comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont, ce que pensent leurs familles, les émotions qui sont attachées au fait de vivre avec quelqu'un ou d'être atteint d'une maladie comme celle-là. De la même façon, là, vous avez un exemple du type de formation. Donc, en plus de cette journée que les gens ont à vivre, ils ont aussi des formations pour comprendre davantage de l'intérieur. Et comme ici, vous voyez, en ayant tout un tas d'artefacts sur eux pour comprendre ce que ça peut être la vie d'une personne âgée qui peut avoir des soucis à se déplacer, une vue qui est difficile, etc. Voilà. Donc, comprendre le client en tant que personne et non pas simplement en tant que client, que segment ou que portefeuille dans lequel puiser pour atteindre nos objectifs financiers. Une fois qu'on sait avec qui on veut travailler, qu'on sait quels sont nos clients, comment sont nos clients en tant que personnes, les entreprises que nous avons rencontrées, en fait, s'interrogent sur le fait de savoir comment donner le meilleur à chaque client, le meilleur service, la meilleure qualité de prestation. Alors évidemment, vous allez me dire, vous, dans vos entreprises, c'est aussi ce que vous faites. Et toutes les entreprises, finalement, tout ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y a cet adage qu'on emploie parfois aux États-Unis, take care of your customers and your customers will take care of your business. Évidemment. Simplement, je prends un autre exemple pour vous montrer jusqu'où va cette logique de donner aux employés de l'entreprise toute latitude pour servir les clients. Vous connaissez au moins, pour les avoir fréquentés, Châteauforme, les lieux de séminaire Châteauforme qui ont été créés donc avec Jacques Horowitz à gauche et Daniel Habitant qui ont créé ça ensemble. Et dans ces lieux de séminaire, il y a dans quasiment tous les lieux cette petite phrase de Daniel Habitant qu'il utilise aussi dans d'autres, parce que c'est un serial entrepreneur. Hein. Ici, c'est chez Acuitis, qui est un opticien qui s'occupe d'appareils auditifs. Et voilà l'injonction fondamentale d'Habitant. Je vous donne tous les droits pour satisfaire nos clients, pardon, quel qu'en soit le coût et sans demander la permission à quiconque. Tous les droits. Alors, on peut dire, bon, très bien, ça c'est une injonction, c'est un désir, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, il y a une petite histoire qu'on aime bien raconter avec Isaac, c'est l'histoire des distributeurs de savon. Quand vous allez dans les châteaux forts, bon, il y a une décoration qui est sympathique, enfin voilà, il y a beaucoup de goût qui est apporté dans la façon dont on accueille les clients, les gens qui viennent en séminaire. Et alors, il y a ces petits distributeurs de savon, vous voyez, ces petites boules très sympathiques. Et dans un château forme, ils ont observé que de temps en temps, ces petits distributeurs de savon disparaissaient. Et ils se disaient, tiens, mais on a des clients qui les aiment tellement, nos distributeurs de savon, qui partent avec. Et donc, les employés de ce château forme, bien intentionnés, parce qu'ils pensent au bien de l'entreprise, ils pensent justement à la rentabilité économique de leurs affaires, se sont dit, bah, tiens, finalement, on n'a qu'à mettre des distributeurs en plastique, vous voyez, le genre de distributeur qu'on achète dans les grandes surfaces, et puis on va mettre ça à la place. Et là, face à une situation comme celle-là, Habitant, lui, pousse une colère noire, parce qu'il dit, on ne va pas changer notre façon de servir nos clients, d'accueillir nos clients dans nos maisons, uniquement parce qu'il y a 1, 2 ou 3% de ces clients qui se comportent, qui abusent de nous. Donc, donner à chacun de nos clients le meilleur, quoi qu'il en coûte. Et c'est ce quoi qu'il en coûte qui est le plus difficile à comprendre, parce que ça va contre notre logique d'économie, de ce qui devrait être bon et bien à faire. Voilà. Donc ça va jusque-là. Je prends un deuxième exemple sur cette histoire des clients pour vous montrer à quel point ces entreprises aussi vont loin. Nous sommes en Californie. The Fruit Guys est une entreprise qui distribue, alors
avant la crise du Covid, qui distribuait uniquement en B2B des fruits frais. Alors, attendez, là, j'ai un petit message. Démarrer ma vidéo, il y a un petit problème. Tout va bien? Voilà. Qui distribue des fruits frais donc chez Adobe, chez Salesforce, chez les grands de la Silicon Valley. Et puis, mais qui maintenant distribue aussi chez les particuliers pour s'adapter justement à ce qui s'est passé. Et The Fruit Guys, voilà un mail reçu de la part d'une cliente qui avait eu un problème de livraison de son panier de fruits. Et cette cliente dit écoutez, c'est quand même incroyable, c'est le directeur des opérations qui a ramené mes fruits de San Francisco à Bakersfield et qui est venu faire la livraison en personne. C'est absolument extraordinaire. J'ai été étonné, j'ai vu son sourire à ma porte. Alors vous vous dites, bon, peut-être qu'on est en Californie, que les gens sont très enthousiastes et très positifs. Vous voyez, c'est tellement rare de trouver une entreprise qui prend soin à ce point-là de ses clients. Alors oui, c'est quelque chose de formidable. Un service, vous voyez, quand on répare une erreur, quand on répare un échec dans le service, c'est quelque chose de formidable. Mais dans ce cas très précis, c'est formidable pour 2 points. Le premier, c'est que San Francisco à Bakersfield, vous ne le savez peut-être pas, mais ça représente 4 heures de route. C'est-à-dire que par rapport à une non-conformité dans la livraison de ces fruits, les gens de The Fruit Guys ont décidé d'envoyer quelqu'un pour faire la livraison de façon à ce qu'il n'y ait aucune altération dans le service qui est promis à ses clients. Mais ce qui est encore plus remarquable, et c'est le point que je veux illustrer, c'est que cette cliente, cette Jennifer Blake, qui a écrit le mail que vous venez de voir, c'est une toute petite cliente. Ce n'est pas un key account, ce n'est pas Salesforce, ce n'est pas... Voilà, c'est une toute petite cliente. Si The Fruit Guys perdait cette cliente, c'était absolument marginal par rapport à leur activité. Donc, il n'y a aucune, si vous voulez, justification économique immédiate à aller servir Jennifer, d'aller servir ses fruits à Jennifer. Voilà. Et donc, c'est ça, finalement, ce point que je voulais illustrer, c'est-à-dire donner le meilleur à chaque client et à tous nos clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez quelqu'un comme client, ces entreprises leur donnent un service complet, total. Une fois qu'on a mis en place, vous voyez, cette logique-là, cette logique de l'autre, eh bien, se pose la question, est-ce qu'on traite comme il faut tous ceux qui sont aux portes de notre entreprise? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, aux portes de notre entreprise, bon, je sais qu'il y a certains amis de la logistique qui sont ici et ils vont peut-être être frappés par cet exemple, qu'ils connaissent peut-être. C'est une entreprise d'une laiterie qui s'appelle LSDH, qui fait de la marque distributeur, qui vend des jus de fruits, du lait aussi, des laits aussi d'amandes, de soja, etc., principalement en marque distributeur. Et quand vous entrez dans l'usine d'LSDH, au bord de la Loire, pas loin d'Orléans, sur la gauche, après être entré, vous avez une petite maison qui se trouve là. Et donc ça, c'est assez intriguant. Et de quoi s'agit-il? Vous lisez que c'est la maison des routiers. Le chauffeur de poids lourd, dans n'importe quelle usine ou n'importe quel entrepôt du monde, c'est un peu la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que c'est lui ou elle qui s'adapte finalement au flux de production et donc qui peut, après avoir traversé la France ou l'Europe, rester dans son camion à attendre que ce soit son tour. Il peut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures ou toute une nuit, je ne sais pas. Même si les flux sont optimisés, peut-être que c'est moins que ça, mais enfin, en tout cas, c'est lui qui s'adapte. Et il dort dans son camion et il se restaure dans son camion. Chez LSDH, on accueille ces gens-là, ces chauffeurs, dans la maison des routiers et ils ont de la nourriture gratuite mise à disposition, des lits pour se reposer, des douches, une salle de télévision, etc., pour se distraire, etc. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit leur tour de recevoir la marchandise ou qu'ils puissent livrer la leur. Et donc, cette attention, en fait,
à des gens qui ne sont pas des parties prenantes, si vous voulez, dans un sens un peu abstrait, sont des personnes réelles avec un visage réel, hein, eh bien, cette attention, vous la voyez, enfin, la reconnaissance liée à cette attention, vous le voyez dans un livre d'or, enfin, il y en a plusieurs, si vous voulez, épais comme ça. Voilà la photo simplement de ce que disent les routiers, hein. En 15 ans, c'est la première fois que je vois autant de confort chez un client. Je vous remercie vraiment et ça fait plaisir de se sentir respecté. Voilà. Retrouver un peu de dignité aussi, dit cette femme de chauffeur routier. Donc, vous voyez, la question qui se pose et qui se pose pour vous, c'est est-ce que finalement tous les gens qui sont à la porte de votre entreprise ou qui sont dans votre entreprise, je pense parfois aussi à des sociétés sous-traitantes qui font le ménage dans vos locaux, etc. Est-ce que les personnes qui sont, qui sont là, est-ce qu'elles font partie de l'entreprise? Est-ce que ce sont des personnes à part entière ou simplement des espèces d'inconnus gris qui sont oubliés, qui n'ont pas leur place finalement dans ce que vous produisez. Alors, cette logique de l'autre, hein, que j'ai essayé de développer ici, 1, 2, 3, 4, finalement, c'est elle qui produit la prospérité des entreprises dont on parle. Bon, on donne évidemment dans notre livre un certain nombre de chiffres par rapport aux entreprises qu'on a étudiées. Je vous ai parlé de Handelsbanken, je vous ai parlé d'Eisai, coté à la bourse de Tokyo, etc. Et le niveau de performance que ces entreprises obtiennent, d'une certaine façon, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place cette logique de création de valeur sociale pour les salariés, pour les clients, pour tous ceux qui sont à la porte, vous créez autour de vous en fait un écosystème de gens qui sont fidèles, de clients qui sont fidèles, de clients qui deviennent vos ambassadeurs, de fournisseurs, de communautés locales qui sont engagés vis-à-vis de vous, qui ont envie que vous réussissiez, qui ont envie de vous aider à innover. Et ça, c'est ce qu'on a vu parce qu'on a poursuivi en fait pendant la crise du Covid notre enquête auprès de certaines entreprises qu'on avait étudiées, et puis on en a découvert d'autres qui vivent ce type de logique, ce type de façon de réfléchir à leur manière de fonctionner. Et la résilience, ou même je dirais même plus la résilience, l'antifragilité, c'est-à-dire que leur fragilité en situation de crise devient encore plus un avantage concurrentiel, une façon de déployer des choses qui sont dans leur ADN qui n'étaient pas encore déployées. Hein, je l'ai évoqué pour Fruit Guys. Ils ont fait leur business. C'est bon, il y a eu mon micro qui était désactivé. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Et les Fruit Guys, en fait, ont développé maintenant un business de livraison de fruits à domicile pour des particuliers qui n'étaient pas dans leur pensée immédiate. Alors, ça nous amène maintenant à la définition que nous donnons de l'entreprise altruiste. Une entreprise altruiste, c'est une entreprise qui sert ses interlocuteurs externes, donc clients, fournisseurs, communautés locales. Bon, je ne l'ai pas évoqué, les jeunes d'un territoire, des anciens qui peuvent être détenteurs d'un savoir-faire. Donc, qui sert ses interlocuteurs à travers toutes ses activités de cœur de métier et qui fait ça de façon inconditionnelle. Voilà, les trois niveaux sont importants, je vais les détailler un peu plus. Et c'est en faisant cela que l'entreprise est florissante, qu'elle est profitable. Alors, vous allez me dire où est la différence en fait entre tout ce qu'on entend dans l'entreprise altruiste et puis tout ce qui existe aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi Pacte, l'entreprise à mission, les B Corp, etc., etc. Et pour bien comprendre la différence des entreprises altruistes, je voudrais passer par une petite explication sur justement ces différents thèmes. Là, si on met en bleu, vous voyez dans un petit carré bleu la valeur économique et en jaune la valeur sociale, historiquement, vous avez la philanthropie. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur économique et à partir de cette valeur économique, eh bien, on donne du surplus ou give back, hein, comme disent les Américains. We give back en dehors et on finance une fondation, on fait du mécénat culturel, etc. Ça, c'est une première façon de regarder ça. Il y a eu dans les années 90 l'approche de Michael Porter autour de la shared value, c'est-à-dire qu'on dit, bon, OK,
le but de l'entreprise, c'est de créer la valeur économique. À l'intérieur de ça, on peut avoir certaines activités qui ne maximisent pas le profit. Hein. C'était le cas, par exemple, quand Danone a fait sa joint venture avec Grameen Bank au Bangladesh. Grameen Danone, voilà, on accepte qu'il y ait des petites poches d'activités qui sont à finalité sociale, mais qui doivent quand même ne pas perdre d'argent. Un BP avait fait ça aussi en Inde à un moment, etc. Donc, shared value. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui touche à la RSE, la responsabilité sociale dans l'entreprise, dans laquelle, là, les frontières sont un peu plus floues, parce que dans un rapport RSE, vous pouvez avoir des choses qui touchent à l'activité, au cœur de métier de l'entreprise, mais vous pouvez aussi avoir des choses qui se situent en dehors. Hein, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, le cadre de la RSE est toujours la création de valeur économique comme étant ce à l'intérieur de quoi on se situe. Hein, et on cherche dans des projets où, vous voyez, à atteindre simultanément des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux et des objectifs économiques. Mais comme j'en parlerai dans un instant, les objectifs économiques restent toujours prégnants. Aujourd'hui, évidemment, vous avez tout ce qui est B Corp, Conscious Capitalism, je pense aussi au Benefit Corporation aux États-Unis. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on dit il faut qu'on vise à ce que toutes les activités de cœur de métier de l'entreprise soient orientées vers la création de valeur sociale. Alors, oui, par exemple, quand je dis valeur sociale, c'est aussi valeur environnementale ou sociétale. Hein, ce n'est pas uniquement vis-à-vis des humains, mais enfin, c'est pour résumer, on parle de valeur sociale. Donc, tout cela est orienté, on veut orienter toute l'entreprise vers cette création de valeur sociale et vers la création, mais tout ça contraint par la recherche de la création de valeur économique. La grande différence des entreprises altruistes, c'est que oui, ça concerne toutes les activités de l'entreprise, mais ce n'est pas contraint a priori par la recherche de la valeur économique. L'entreprise altruiste cherche d'abord et se focalise sur la création de valeur sociale. Et une fois qu'elle est focalisée là-dessus, elle pense, elle fait le pari, et c'est ce qui se passe dans les faits, mais c'est un pari, que la rentabilité économique, que le profit va venir comme conséquence, comme résultat de cette focalisation sur la création de valeur sociale, sur le bien qui est créé pour son écosystème. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais terminer là-dessus, ça veut dire qu'il y a un autre type de leadership qui est en jeu. De quoi s'agit-il? Bien souvent, dans nos entreprises, certaines entreprises en font même quelque part une espèce de devise, c'est-à-dire qu'on dit on va poursuivre à la fois la valeur sociale et la valeur économique, et on a un double projet. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle courir plusieurs lièvres à la fois. John Elkington est l'homme qui il y a 25, plus de 25 ans maintenant, c'est lui qui a créé le triple bottom line, hein, les 3 P, People, Planet, Profit. Et il était vraiment convaincu de son histoire et pendant des années, il a prêché ça. Il a écrit un article en 2018 pour dire il faut faire comme un rappel de concept, comme quand on rappelle des voitures parce qu'il y a un défaut dans le concept. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit on ne peut pas. Ce qui s'est passé pendant 25 ans, c'est sous le couvert de triple bottom line. La réalité de ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours privilégié la valeur économique. Et il dit c'est pas possible. Et quand on regarde le lien Internet de cet article, vous voyez, il y a le titre officiel de la Harvard Business Review, Here's why it's time to rethink it. Mais en fait, on peut supposer, quand on regarde le nom du lien, Here's why I'm giving up on it. C'est-à-dire que le créateur même de ce concept de triple bottom line ne croit pas qu'il soit possible de poursuivre 3 types de valeurs en même temps. Et ce qui nous amène aussi à cette question, c'est-à-dire ce qu'on a découvert, nous, qu'un autre auteur anglais a développé, qui s'appelle le principe d'obliquité. C'est-à-dire la façon d'atteindre un objectif en se concentrant, enfin, de façon indirecte, mais en se concentrant d'abord sur un premier objectif qui est notre focus essentiel. Et donc, nos entreprises altruistes, eh bien, elles se focalisent sur la valeur sociale, la valeur économique devient une conséquence.
Je vais passer là-dessus, excusez-moi, parce que je vois que le temps passe, mais je voulais donner un petit exemple. Alors, attendez, j'ai un petit souci, parce que je vais aller, excusez-moi, je vais aller directement à mon dernier exemple, parce que, voilà. Je voudrais terminer avec cet exemple d'un des leaders que nous avons rencontré pour évoquer justement cette question du leadership différent qu'on a dans les entreprises altruistes. Drake Sadler, qui est à gauche, était comment dire, un travailleur social dans le nord de la Californie. Et il s'est intéressé en fait pendant toute sa vie au développement des communautés, notamment des communautés hispanophones de Californie. Et il était en quelque sorte entraîné et éduqué par une certaine Mrs. Blake, Sloan, pardon, Mrs. Sloan, qui ressemblait un peu à Whoopi Goldberg, vous voyez, une femme forte, énergétique. Et un jour, Mrs. Sloan dit à Drake, écoute Drake, ça fait 5 ans que tu bosses avec nous, je t'ai appris tout ce que tu avais à apprendre, la semaine prochaine, tu reviens plus, c'est terminé, tu vis ta vie autrement. Alors Drake dit non, non, mais moi ça me plaît beaucoup, hein, le travail qu'on fait ici, j'ai pas du tout envie de faire autre chose. Si, moi c'est terminé, tu sais tout ce que tu dois savoir, vas-y. Alors Drake est ennuyé, il rentre chez lui, et puis il va voir sa femme Rosemary qui est à droite, puis il dit à Rosemary, écoute, voilà, je me suis fait virer, je comprends pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis Rosemary est une descendante de plusieurs générations d'Arméniens bon, qui ont vécu le génocide et puis qui est détenteur en fait d'une connaissance très forte des plantes et des plantes médicinales et des vertus des plantes médicinales. Et Drake dit à Rosemary, écoute, pourquoi tu ne me ferais pas des petits sachets de tes plantes et puis moi je prends notre van Volkswagen là et puis je fais le tour de la Californie et puis je vais les vendre et puis peut-être ça pourrait être ça mon business. Rosemary dit oui, très bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, ce qui m'intéresse c'est d'éduquer les gens à comprendre comment les plantes peuvent nous aider, etc. Ok, dit Drake, alors on y va, et puis bon, ils font un certain nombre de sachets, et puis ils se disent, bon, je suis sur la route pendant 3 mois, et puis au bout de 15 jours, il a tout vendu, et il dit à Rosemary, Rosemary, c'est super, refais des sachets. Ah non, 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 mais moi, je veux pas que ce soit un business, etc. Bon, je vous passe le détail. Mais toujours est-il que le business grandit de façon incroyable. Il vend ses sachets de tisane bio dans toute la Californie, plus tard dans tous les États-Unis. Mais arrive un moment où ils se disent, bon, ils avaient toujours le rêve de partir au Mexique à la retraite, Rosemary et Drake. Et puis ils se disent, bon, on travaille trop là, on va pas aller au Mexique, mais on va quand même aller voir un de nos fournisseurs de plantes au Mexique. Au Guatemala, pardon. Ils voulaient aller à la retraite au Mexique. Et alors, ils vont faire ce voyage au Guatemala pour voir un de leurs fournisseurs. Et puis, ils arrivent un soir comme ça sur un magnifique champ de citronnelle. Et Rosemary dit à Drake, oh écoute, c'est vraiment génial, regarde ce champ comme c'est beau. Puis est-ce que tu sens le parfum et puis ces couleurs du soir là sur la citronnelle, c'est vraiment merveilleux. Et Drake dit à Rosemary, mais Rosemary, c'est pas si merveilleux que ça. Regarde de plus près. Et Rosemary lui dit, mais comment ça, regarde de plus près? Et oui, et il voit qu'en fait, il y a des enfants qui travaillent, et c'est des enfants qui font la récolte de la citronnelle. Et à partir de là, Drake se pose des questions, va voir un de ses copains qui est grossiste en plantes médicinales, et il lui dit, écoute Drake, ce que tu as vu au Guatemala, c'est vraiment rien. Tout le monde, en Chine, etc., tout le monde entier, ça marche comme ça, le commerce de plantes médicinales, c'est comme ça que ça marche. Et donc Drake veut abandonner. Il se dit, moi, bon, bah, terminé, si c'est ça, j'arrête ce business. Et il dit, comment est-ce que je pourrais aller revenir voir Mrs. Sloan et lui raconter tout ça? Je pourrais jamais lui raconter un truc pareil. Alors Rosemary lui dit, mais si Mrs. Sloan est aussi importante pour toi, va la trouver. Drake va voir Mrs. Sloan et il lui raconte son histoire. Et Mrs. Sloan le regarde droit dans les yeux et lui dit, Drake, qu'est-ce que je t'ai appris?
tu fais tous ces kilomètres pour venir me voir, me parler de ça. Tu ne vas pas changer le monde, mais tu vas pouvoir changer village après village. Et c'est ce qu'a fait Drake. Son entreprise est devenue une entreprise de développement. Il continue de vendre ses tisanes, mais village après village, chez tous les fournisseurs de plantes médicinales pour fabriquer ces tisanes, il aide les communautés à se développer, à améliorer leurs techniques de production, à éduquer leurs enfants, à permettre à la communauté d'avoir de l'eau, des ressources, etc., de préserver leurs ressources. Et donc, ce qui est très intéressant dans cette histoire, et je terminerai là-dessus, c'est qu'en termes de leadership, ce que nous apprennent ces entreprises altruistes, c'est plusieurs choses. C'est qu'il n'y a pas de possibilité de rentrer dans une logique comme ça autrement que en se connectant à quelque chose de très intérieur, appelons ça un appel, appelons ça une mission, peu importe, mais à quelque chose qui redonne un sens à son itinéraire personnel. Deuxième point, rentrer dans un type d'entreprise comme celle-là, c'est aussi un pari. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est du bon sens. Tout ce que je vous ai décrit, vous allez me dire, bon, voilà, prendre soin de ses clients, de ses fournisseurs, tout ça, c'est mieux. C'est du bon sens. Mais en même temps, il n'y a pas de preuve logique, j'ai envie de dire mathématique, entre le fait de faire ça et d'avoir comme conséquence… Attendez, si mon téléphone se met à sonner, ça va pas aller. Excusez-moi. C'est un pari. Voilà, il n'y a pas d'automatisme, et en cela, ce n'est pas un modèle, c'est une philosophie de vie que nous apprennent plutôt ces entreprises. Troisièmement, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que, rappelez-vous Handelsbanken, rappelez-vous ce qui se passe là avec Drake, c'est la vie qui dicte, en fait, au fur et à mesure, ce qui est à faire, ce qui est à engager. Et dernier point, village après village, c'est-à-dire que les entreprises dont on parle ici ne sont pas des entreprises idéologiques qui ont l'intention de faire la leçon ou de la morale à tout le monde. Elles visent en fait à apporter une contribution, la contribution avec le monde qui les entoure et à apporter la meilleure contribution possible. Et de ce fait-là, pour Drake, on dit un village après l'autre. Et pour nous, à travers cette question de l'entreprise altruiste, c'est un visage après l'autre. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est pour ça que nous parlons d'interlocuteurs et pas de partie prenante. C'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est vraiment la relation de face à face avec les gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise, tout comme avec les gens qui sont à l'intérieur, pour considérer l'autre comme un autre. Je terminerai par cette citation du poète René Char. Combien sont épris de l'humanité et non de l'homme? Pour élever la première, ils abaissent le second. Et je pense que nos entreprises altruistes nous montrent un autre chemin que celui-ci. Je vous remercie de votre attention. Nous, notre perception de là où on est avec Isaac, on ressent vous voyez, une accélération, une intensité qui pour nous est croissante en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu le lancement du livre, et puis bon, tout ça s'est un peu arrêté avec le confinement, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, si vous voulez, il y a une musique de fond qui continue, et qui est là, qui est présente. Enfin voilà, donc moi je pense que le moment, enfin, vous voyez, le moment, on y est de cette amplification, voilà, et nous on n'est que enfin, vous voyez, on fait partie d'un mouvement qui est beaucoup plus large que nous, mais dont je pense qu'il va s'amplifier. Mais évidemment, comme dans tous les changements, il y a quelque chose aussi qui est comme un combat, parce que forcément, et moi je le vois, vous voyez, j'ai eu la chance de travailler avec des EHPAD cette année. Bon, mais il y a à la fois tout cet aspect procédural, top-down, de crispation enfin, énorme de volonté de contrôle, et puis en même temps des expériences incroyables de managers d'EHPAD et tout qui disent mais on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on a vécu quelque chose avec nos équipes, avec les gens, etc., où on était à un niveau en fait d'intensité vitale que ça on peut plus le perdre, quoi, parce qu'il y a eu de l'innovation, il y a eu de la création, etc. Donc
moi, ma perception, hein, mais c'est qu'une perception, c'est que justement cet écosystème, il est en place, enfin, il s'accélère, et c'est aussi notre intention de l'accélérer. C'est-à-dire que quand on parle de notre institut de l'entreprise altruiste, on lance un club de partage avec des dirigeants, on a une douzaine de dirigeants qui sont vraiment, enfin, oui, à fond là-dedans, et avec lesquels on va aussi construire quelque chose dont on espère qu'il y aura encore plus de témoignages, plus d'exemples, etc., que ce qu'il peut y avoir dans le livre. Enfin, vous voyez, le livre, c'est une étape, en fait, pour nous, c'est pas une finalité, c'est pas une fin. Voilà. Alors, après, pour moi, il y a deux grands types de questions, hein, dans tout ce que vous avez dit, mais je reviendrai aux questions qui ont été posées aussi dans le chat avant. Évidemment, c'est la question du comment on fait et quel type de leadership. J'ai envie de dire, il y a vraiment ces deux grands thèmes sur lesquels je voudrais revenir. Sur le comment on fait, et peut-être je vais tout de suite, en chemin faisant, répondre à une question qui n'a pas été posée dans le chat, mais qui était réelle. C'est de savoir, en fait, parce qu'on dit oui, il y a beaucoup d'exemples de leaders qui sont des hommes et non pas des femmes. Et alors, je voulais simplement vous partager cette image. En fait, parce que quand j'ai parlé de Handelsbanken, le CEO de Handelsbanken est une femme, hein, donc vous la voyez à l'écran, Carina Eckerström. Mais pourquoi je reviens sur Handelsbanken aussi, c'est pour dire que justement, c'est l'exemple qu'on a développé dans le livre pour montrer la transformation en fait d'une entreprise. Parce que au moment où un des prédécesseurs qui a vraiment transformé Handelsbanken, Jan Wallander prend les rênes, si vous voulez, dans les années 70. L'entreprise est une bureaucratie, on va dire, comme celle que vous pouvez connaître dans certains grands groupes, hein. Voilà. Et ce Jan Wallander, si vous voulez, et c'est là où ça rejoint cette question à la fois du comment on fait et du leadership, lui a commencé par si vous voulez, édicter un principe et qui est un principe lié en fait à la taille des structures. Parce que le problème des bureaucraties, c'est qu'il y a un moment, en fait, on perd. Vous savez, il y a une règle que les psychosociologues connaissent très bien, hein, et que l'armée romaine connaissait aussi, c'est la taille au-delà de laquelle, en fait, on perd la possibilité, nous, biologiquement, en tant qu'êtres humains, d'être en relation les uns avec les autres, de se connaître par nos prénoms, etc. Bon, suivant les écoles, c'est entre 100 et 120 personnes, si vous voulez, hein. Donc, au-delà, on n'est pas capable en fait d'avoir ce type de relation dont on parle ici. Et donc, ce qu'a fait ce Wallander, c'est d'une part de redonner le pouvoir donc au chef, au directeur d'agence, et donc en faire une collection de toutes petites PME, si vous voulez, et en même temps de couper, mais vraiment de couper net, là pour le coup, hein. Dans le livre, on parle de la locomotive qui s'est arrêtée en race campagne, de couper net 90% de ce qui se passe au siège, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y avait 250 projets au niveau du siège qui étaient en cours, et il leur a dit, bon, ben, on les arrête, vous mettez sur une feuille recto verso là où vous en êtes de vos conclusions, mais c'est terminé. Maintenant, tous les gens du siège, ce que vous allez faire, ben, en fait, ça va être soumis au vote, à l'acceptation de vos clients qui sont les directeurs d'agence. Donc, c'est une façon de répondre à la question, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir besoin de choses symboliques extrêmement fortes et qui vont notamment dans le sens justement de redonner le pouvoir aux gens qui sont proches du client, proches du terrain, etc. Donc ça, c'est un aspect de la réponse. Il y a un autre aspect, et là, ça rejoint peut-être les questions de temporalité que vous avez posées. C'est l'autre exemple aussi d'une grande entreprise. Donc, c'est le laboratoire japonais Eisai, dans lequel, si vous voulez, on est un peu à l'opposé en termes d'approche, c'est-à-dire que Naito, quand il fait sa prise de conscience, hein, parce que lui, il est tout animé du code d'honneur des samouraïs, si vous voulez, et le fait qu'il y ait eu
quelque chose qui nuisait à l'honneur de sa famille et de son entreprise suite à ses malversations. Lui, il l'a vécu comme une crise personnelle très forte. Il a perdu 20 kilos en 3 mois. Et il s'est dit, mais quel est le sens de ce que je fais voilà. Peut-être j'anticipe sur cette question du leadership, mais il y a en fait tout un travail intérieur très profond qu'il a été amené à faire, si vous voulez, pour se dire, mais enfin, est-ce que c'est le monde qui est comme ça ou est-ce que c'est moi qui fais mal mon boulot? Vous voyez, et c'est ça qui l'a amené à modifier, comme je l'ai dit, l'intention de l'entreprise. Mais une fois qu'il a fait ça, il n'est pas rentré dans, vous voyez, un déploiement dans toute son entreprise, avec des plans de formation sur, voilà, maintenant on va servir nos clients. Enfin, vous voyez, dans le sens du care washing que vous pouvez craindre, redouter. C'est simplement, en fait, dans toutes les conversations qu'il pouvait avoir avec les gens de son entreprise, avec ses clients, en fait, il a adopté un nouveau langage, une nouvelle façon de parler. Et il a attendu que cette parole, cette façon de regarder les choses, cette philosophie fasse son œuvre. Voilà. Et donc, on raconte dans le livre comment une visiteuse médicale euh, bon, a beaucoup de difficultés dans un secteur, là, le pire secteur de Tokyo. Elle se dit, bon, comment je vais réussir à redresser cette histoire? Les chiffres de vente sont très mauvais. Puis elle est là avec ces questions-là. Elle est dans une salle d'attente. Et puis elle dit, bon, qu'est-ce que je viens pouvoir fourguer comme produit au généraliste que je viens visiter ou au spécialiste, puisque bon, voilà. Et puis, tout à coup, elle s'arrête, elle dit, mais là, je suis en train d'essayer de vendre un produit, mais ah, et mon PDG, l'autre jour, j'ai encore entendu, il dit, on est là pour s'occuper d'alléger, de soulager la souffrance des patients, etc. En fait, là, j'en ai autour de moi dans cette salle d'attente des patients. Si je me mettais à causer avec eux, donc elle ferme son ordinateur, et celle qui nous raconte ça, hein, elle ferme son ordinateur et elle commence à parler aux patients ou aux familles de patients qui sont dans la salle. Et là, en fait, se produit en fait ce processus chez elle qui ensuite va l'amener à créer des groupes de travail pour être dans l'innovation, notamment l'innovation pour créer des communautés d'aide et de soutien aux familles qui n'ont rien à voir en fait avec son métier de vendeuse, de visiteuse médicale, si vous voulez. Mais elle se concentre là-dessus, elle développe ça, et en fait, indirectement, et c'est là on rejoint l'obliquité, c'est ça qui va l'amener à avoir de meilleurs résultats. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, entre une approche comme celle de Wallander, dans laquelle il y a des signaux extrêmement forts, symboliques, et des actions très fortes, ou celle de Naito, dans lesquelles il y a cette notion de temps, d'appel à la liberté et à la responsabilité des gens, je dirais que les approches sont variables. Et c'est pour ça que je voudrais aussi reprendre en quelque sorte, bon, j'ai entendu le mot modèle à un moment, pour nous, l'entreprise altruiste n'est pas un modèle, hein. Vraiment, c'est plus une philosophie de vie ou une philosophie de leadership, appelons ça comme ça, et qui donc prend des formes à chaque fois qui sont uniques, qui sont spécifiques et qui sont des formes créatives, hein. Et ça, on a aussi quelques développements dans notre livre là-dessus, c'est que c'est créatif, donc on peut, dans la créativité, on sait qu'on ne peut pas la forcer, la créativité. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette question du comment. Alors, cela dit, voilà, quand on parle du comment, je vais quand même revenir sur Wallander et puis faire le lien, cette jonction, si vous voulez, entre le comment et puis le leader. Quand Wallander fait ça, en fait, il incarne déjà, lui, totalement cette philosophie-là, par sa personne, par sa manière d'entrer en relation avec les gens. Donc, moi, un exemple qui m'a beaucoup frappé, si vous voulez, c'est que une des personnes qu'on a rencontrées en Suède était jeune directeur d'agence dans une région un peu reculée de Suède. Et un jour, et donc Wallander était déjà parti à la retraite depuis quelques années, il reçoit un coup de fil et il lui dit « Bonjour, je suis Jan Wallander, peut-être que vous me connaissez ».
Et alors, le gars, Sturenson, il s'appelle, il dit oui, oui, bien sûr, monsieur Wallander, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre appel et tout. Il dit bon, vous êtes bien le directeur de l'agence à tel endroit? Oui, oui, c'est moi, oui. Alors écoutez, je vous appelle parce que il y a un club de businessmen du coin, de votre territoire, qui m'a demandé de faire une conférence là dans quelques semaines sur votre territoire. Et je vous appelais parce que je voulais être sûr que ça ne vous posait pas de problème et que vous étiez d'accord que je vienne faire une conférence. Et le grand CEO Wallander, à la retraite, qui prend ce soin-là d'appeler le directeur d'agence. Vous voyez, donc il y a aussi cette question en fait de la cohérence, de l'action, de l'organisation qu'on met en place, mais aussi de la façon dont on interagit avec les gens et dont on les respecte, en fait, aussi pareil en tant qu'être humain, en tant que personne. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une question très importante. Je vous renverrai un livre très intéressant qui s'appelle Givers and Takers d'un certain Adam Grant. Peut-être certains d'entre vous l'ont lu. Et donc, ce chercheur, ils ont fait un certain nombre d'études sur les facteurs de réussite des gens dans leur carrière professionnelle. Et donc, ils catégorisent en quelque sorte les gens. Il y a trois types de personnalités, on va dire. Il y a des gens qui sont des takers, c'est-à-dire des gens qui, dans la relation, ils veulent vous prendre. Bon, voilà, un peu comme des prédateurs, et puis ils veulent que ce soit à leur bénéfice. Il y a des gens qui vont vouloir équilibrer la relation. Je te donne, tu me donnes, il faut que ça reste équilibré. Et puis des gens qui sont dans un tempérament de givers, hein, donc qui sont dans la générosité, quoi, qui donnent et qui donnent. Voilà. Et ils se sont dit, si on regarde, merci Juliette, si on dit, finalement, si on regarde les parcours, donc ils ont fait ça sur une longue période, hein, c'est plus de 10 ans, qui sont ceux qui réussissent, qui réussissent le moins bien leur carrière professionnelle? Eh bien, ce sont des givers. Tiens, ça c'est ennuyeux parce que c'est exactement ce que vous dites, c'est l'échec. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui se font avoir, etc. Bon. Mais je reviens là-dessus dans une seconde. Et après, ils ont regardé qui sont ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi des givers. Et donc ça, c'est étonnant. Il y a ceux qui loupent le plus, c'est des givers, des gens qui sont dans la générosité, et ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui sont dans la générosité. Alors, je fais le parallèle avec l'entreprise, hein, tout le monde au niveau des personnes, mais pas des organisations. Ceux qui sont dans, ceux qui ratent, ceux qui échouent à partir de cette générosité, en fait, quand ils sont allés creuser plus loin, ils se sont aperçus que c'était des gens qui ne savaient pas mettre une barrière et une frontière pour ne pas se faire manger la laine sur le dos par des gens qui sont dans la prédation et qui donc sont sans arrêt en train de se faire avoir, si je puis dire, par ces gens-là. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont compris qu'il y avait des takers dans la vie et qui savaient être dans la générosité avec ceux qui veulent équilibrer et avec d'autres gens qui sont dans la générosité, mais qui savent se protéger en quelque sorte des gens qui sont dans l'emprise. On a fait, Marc, tu étais présent, hein, une présentation similaire à celle-là dans un groupe important, un groupe international. La conclusion, en quelque sorte, de la dirigeante, si vous voulez, de ce groupe, après, à la fin de la séquence, ça a été de dire, mais en fait, nous, on a chez nous des gens qui sont des takers. Et ces gens-là, il faut les éliminer parce qu'ils sont en train de bousiller notre culture d'entreprise, ils sont en train de l'exploiter à leur intérêt. Et ça, il faut qu'on s'en débarrasse. Et ça, je pense, c'est très important parce qu'on revient à ce rôle du leader. Vous avez parlé du leader serviteur, du leader ceci, cela. Il y a aussi le leader jardinier. Et le leader jardinier, il y a un moment où il a un rôle de protection en fait de son écosystème et de son environnement, de protection contre. Vous savez, parfois il y a des gens qui disent dans les entreprises, il y a les missionnaires, les fonctionnaires et les mercenaires. Bon, les fonctionnaires, on peut s'en accommoder, les missionnaires, on en a besoin, mais les mercenaires, il faut s'en débarrasser. Parce que ce sont des gens qui sont là pour eux-mêmes, pas pour construire un collectif. Vous voyez, et donc, pour moi, ça rejoint ça, c'est-à-dire cette analyse givers, takers, etc., elle rejoint ça. Voilà. Alors, je veux revenir quand même sur l'aspect givers, takers, c'est-à-dire que si les givers sont aussi au top de la réussite,
C'est parce qu'en fait, comme ils sont dans la générosité, le jour où ils viennent demander un service, mais tout le monde accourt. Tout le monde accourt. Parce qu'ils ont déjà rendu des services à droite à gauche. C'est ce que nous dit le patron de LSDH, Emmanuel Vasnex. Il dit, mais nous, tout le monde sait qu'on est réglo. Donc, quand on a eu des soucis, dans l'histoire d'entreprise, bah forcément, il y a des hauts, des bas, il y a des moments plus difficiles. Mais l'aide dont on a pu bénéficier était extraordinaire. Extraordinaire. De nos clients, de nos fournisseurs, peu importe, vous voyez, voilà. Ça, j'ai envie c'est à vous de le dire dans votre contexte, hein, mais si vous voulez, je vais répondre de deux façons. Euh, bon, moi, j'ai beaucoup étudié, en fait, au début, enfin, quand je suis revenu, j'ai travaillé au Chili, puis je suis revenu, j'ai fait un an d'histoire et de philosophie des sciences. Et donc, j'ai eu la chance de lire et de m'intéresser beaucoup justement à l'histoire des sciences et donc au fameux à lire Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Et dans ce livre est très intéressant parce que c'est lui qui a introduit la notion de paradigme, hein, qu'on utilise souvent, qui est vraiment le système de représentation mentale et la façon dont on passe d'un système de représentation mentale comme la Terre, le Soleil tourne autour de la Terre, à un autre système, la Terre tourne autour du Soleil. Vous voyez, bon. Mais dans ce livre, c'est marrant parce qu'à un moment, il analyse tout ça, comment ça se passe, ces évolutions et ces changements de paradigme. Puis à un moment, il dit un truc assez simple. Il dit en fait, il faut attendre 30 à 40 ans qu'il y ait une nouvelle génération de chercheurs et de scientifiques qui adoptent en quelque sorte un nouveau paradigme. Donc je pense que d'une certaine façon, c'est aussi ça qui est en train de se passer quand je dis qu'il y a une accélération du mouvement, etc., ou en tout cas que le moment est là, c'est qu'il y a aussi toute une génération de leaders qui ont été biberonnés et façonnés à Milton Friedman, qui sont en train de passer le relais. Donc d'une certaine façon, oui, il y a ce changement-là, j'ai envie de dire, qui est générationnel et qui ouvre des possibilités. Maintenant, je pense aussi que au sein d'une équipe, oui, enfin, ici, il y a des DRH qui savent très bien qu'en fait, l'introduction ou l'injection de nouvelles personnalités, de nouvelles expériences ou d'une diversité plus grande dans une équipe, ça apporte quelque chose et ça permet aussi à une équipe de passer d'un type de mode de fonctionnement à un autre. Parce que ce qui est très important aussi, et ça je le dis pour chacun, et moi je pense que vous en avez l'expérience, c'est que c'est pour ça que je parle, vous voyez, de Milton Friedman, etc. C'est que ce dont on parle ici, c'est un processus d'apprentissage en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus d'apprentissage, et pour apprendre, il faut désapprendre. C'est-à-dire que pour rentrer dans un nouveau paradigme, il faut désapprendre l'ancien. Parce que quelqu'un a dit, moi, une fois, ouais, enfin, non, c'est peut-être pas le mot sidéré, mais dans une autre, la semaine dernière, dans un échange comme celui-là, il y a quelqu'un, un des participants, qui a dit, mais c'est incroyable parce que ce que tu dis, Laurent, je le sais, ça me paraît simple et évident, mais comment ça se fait que je n'ai pas été capable de me le formuler de cette façon-là ou avec cette. Oui, voilà. Et en fait, c'est ça dont il est question. C'est-à-dire que c'est tout un processus. Moi, je suis très lié à une école en Finlande qui s'appelle Team Academy. Et alors, le fondateur, Johannes Partanen, le team coach de Team Academy, il dit toujours Learning is very slow, much slower than we usually imagine. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que quand on reproche, si vous voulez, à nos leaders d'être dans le court-termisme, etc., je pense que nous, en tant qu'agents de changement interne ou externe, et là je me parle à moi-même, c'est-à-dire que euh, euh, notre impatience, c'est notre pire ennemi en quelque sorte, pour le dire positivement, notre patience est notre meilleur allié. Mais c'est difficile parce qu'on aimerait que ça aille plus vite, on est extrêmement perturbé quand il y a des désalignements entre le discours et les actes, enfin, etc., quoi, hein. Mais vous voyez, je vais prendre un autre exemple parce que j'ai eu l'occasion de travailler, je peux citer l'entreprise, je n'ai pas de problème, je pense. J'ai travaillé longuement, enfin, depuis longtemps, on va dire, avec l'entreprise Bonduel. Mais et donc la semaine dernière, j'ai eu la chance d'écouter à nouveau Guillaume Debrosse, donc le DG de Bonduel, sur toute leur démarche développement durable, etc., que j'avais un peu perdu de vue parce que je ne travaille pas pour eux en ce moment. Et j'ai entendu Guillaume parler
et avec l'intensité, si vous voulez, de sa conviction, de son engagement, et vraiment avec cette envie de faire de cette entreprise une entreprise qui va, comment dire, éduquer les consommateurs vers une alimentation qui est plus basée sur le végétal, etc. Enfin, vous voyez, donc quelque chose qui a beaucoup de sens profond, quoi, vous voyez, voilà. Mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé un travail avec vous voyez, de développement de leadership, de jeunes leaders chez Bonduelle, il y a 10 ans, le PDG de l'époque, pour sans doute de très bonnes raisons à cette époque-là, disait à la presse qu'il ne croyait pas une seconde au bio. Vous voyez, donc, 10 ans, ça paraît, enfin moi, si vous voulez, à l'époque, ça me paraissait considérable. Et en réalité, quand je vois ce qui s'est passé en 10 ans dans cette entreprise, mais avec des gens comme Jean-Bernard Banduel, qui est un familial, qui a prêché dans le désert pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, avant que les choses, vous voyez, pas franchissent un seuil. Enfin, vous voyez, c'est ça qui nous menace le plus, en fait. Nous, c'est le découragement ou l'impatience, hein, voilà. Comme j'aime bien les citations, mais après, je me tais. Vous savez, moi, j'adore ce livre de Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète. Et à un moment, il a cette phrase, hein, Rilke, il dit patience est tout. Alors, justement, le plus petit premier pas possible, de mon point de vue, c'est quand vous sortez de cette rencontre, vous allez voir un collègue, voir un client, vous avez un rendez-vous avec un fournisseur. Et quelqu'un l'a dit hein, tout à l'heure, c'est regarder l'homme derrière la fonction, quoi, ou enfin, la femme ou l'homme derrière la fonction. Et faites des petites expériences justement d'attention euh, à l'autre en tant qu'autre et non pas en tant que la personne avec qui je dois négocier ci ou faire cela ou obtenir ça. Vous voyez, parce que c'est toujours ça qui nous menace en fait, hein, c'est de considérer l'autre comme un. Le philosophe Buber disait considérer l'autre comme un cela et pas comme un tu. Hein, et donc, j'ai envie de dire, faites ce genre d'expérience et faites-le avec vraiment avec la conscience et l'attention à ce que ça peut provoquer, quoi. Parce que je pense on est surpris, voilà. Mais pour moi, le 2021, en tout cas à titre personnel, hein, pour moi, c'est être attentif.